Bonjour, je suis Nelly, bienvenue sur ma chaîne Budget et Bon Sens. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour réduire votre budget vacances, parce que pour ma part, c'est quand même mon plus gros poste de dépense. Donc là, j'ai vraiment décidé cette année de réduire la facture finale, et donc je me suis pas mal renseignée sur ce que je pouvais faire pour réduire ma dépense de vacances. Donc tout d'abord, j'ai parlé du transport. Parce qu'évidemment, pour se rendre sur son lieu de vacances, eh bien, il faut un moyen de transport. Donc, le premier conseil, c'est de réserver le plus tôt possible. Donc, anticiper. Évidemment, surtout si vous avez une destination précise en tête, je vous conseille d'anticiper au maximum. Il faut évidemment connaître aussi ses dates de vacances en avance, mais bon, c'est faisable pour la plupart des salariés ou des gens qui travaillent en freelance. Anticiper, c'est vraiment la clé pour réduire. Si en plus vous avez la possibilité de partir en dehors des vacances scolaires, si vous n'avez pas d'enfants, évidemment c'est plus intéressant parce que les prix sont plus bas. En plus, les prix peuvent augmenter très rapidement, donc j'ai déjà vu le prix doubler en moins d'une semaine pour des vols notamment. Donc c'est pour ça que plus vous y prenez tôt, plus vous paierez un prix faible. Et surtout, pour les billets d'avion, en fait, si vous voulez les acheter, soit vous avez déjà comparé à l'avance avec d'autres téléphones ou d'autres ordinateurs et d'autres connexions, soit en fait vous les achetez tout de suite. Parce que en fait, à chaque fois que vous allez vous reconnecter, le site va détecter que vous êtes venu voir plusieurs fois et les prix vont augmenter. C'est assez malhonnête, moi je trouve, mais ça se fait pour toutes les compagnies aériennes. Vous regardez une première fois le prix des billets, vous vous dites ah ouais ok ça va, et puis vous allez vous reconnecter 2 jours après et là bizarrement ça a augmenté des fois du double. Donc, essayez d'acheter soit directement vos billets, soit vous utilisez un autre appareil et une autre connexion la fois d'après. Pour des raisons écologiques, je préconise pas de prendre l'avion, mais en fait, selon les destinations, si c'est des destinations vraiment longues, ou des fois les prix, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des super prix à quelques dizaines d'euros sur des vols. Pour certaines personnes, en fait, c'est la meilleure option. Donc certes, c'est pas super écologique, mais selon les besoins et puis en fait selon les possibilités de chacun, les avions restent quand même une option. Le deuxième conseil pour économiser sur le prix du transport, c'est de cumuler réduction et cashback. J'en parle quasiment à chaque fois, mais en fait, ça permet quand même à la fin de l'année d'avoir un budget réduit pour toutes nos dépenses. Et c'est mieux dans notre porte-monnaie que chez les commerçants. Même si ça implique des fois d'avoir beaucoup de cartes ou de comptes, je vous conseille de créer votre espace dans les compagnies de transport que vous utilisez. La SNCF en général propose plusieurs abonnements pour réduire les prix. Évidemment, il faut calculer si c'est intéressant, parce que si vous voyagez juste une fois dans l'année, en général, la carte d'abonnement, c'est pas forcément intéressant pour vous, parce qu'elle coûte assez cher. Mais si vous allez voyager 2, 3 fois dans l'année, ça peut vraiment valoir le coup. En plus, vous pouvez cumuler du cashback. Sur Joco, c'est une application de cashback dont je vous parle assez souvent. Il y a un petit cashback de 0,5% sur SNCF Connect. C'est pas énorme, mais quelques centimes par-ci par-là. Ça fait toujours plaisir. Je vous avais donné mon code de parrainage dans une précédente vidéo si ça vous intéresse. Et pour les transports, on oublie souvent en fait qu'il y a des transports pas chers, notamment le bus, surtout pour la France et l'Europe. Maintenant, il y a Flexibus ou d'autres types de bus comme ça qui en fait sont très peu chers. Des fois, les trajets sont pas forcément super longs, pas plus longs qu'en train, surtout quand il y a des correspondances. Et plutôt que de prendre sa voiture, de devoir trouver un parking, surtout si on va visiter une capitale ou une grande ville, et le bus c'est une bonne option, ça vous emmène dans le centre-ville et vous allez pouvoir rejoindre votre logement à pied. Si vous voyagez seul ou à deux, il y a aussi le covoiturage, parce que en fait on connaît tous le covoiturage, mais des fois on hésite un petit peu, par peur ou par flemme, je ne sais pas. Par exemple sur Blablacar, je crois qu'en France tout le monde connaît Blablacar, mais on se dit oui, bon, si je tombe sur quelqu'un qui est pas sympa ou que ça se passe mal,
Bon, honnêtement, moi, tous les gens que je connais qui l'ont utilisé, ça s'est toujours très bien passé. Si jamais vous avez des trajets plus longs à faire et que vous prenez l'avion, le train ou le bateau, faites attention en fait aux bagages qui sont autorisés. En avion notamment, la facture peut très vite monter. Si le bagage cabine ne vous suffit pas, prenez le bagage en soute, mais si vous n'avez pas besoin d'avoir 10 000 affaires avec vous, contentez-vous d'un bagage cabine. Et attention aux dimensions, parce que les compagnies low cost en fait, restreignent la taille des bagages cabine au maximum, et dès que vous avez un sac un peu plus gros, sur place, ils vous font payer un supplément. Si vous êtes à deux, regardez aussi si une seule valise en soute peut suffire pour vous deux. Je vais marquer bagage. Parce que ça sert à rien de payer pour 2 grosses valises si une seule à deux suffit. Et pour les articles de toilette, si vous avez juste un bagage cabine, vous pouvez emmener que des petits formats, donc contentez-vous du strict minimum. Quitte, si besoin, si vous faites un long séjour, à acheter shampoing ou dentifrice arrivé à destination. Ça fait quand même moins cher que de mettre le bagage en soute en général. Et si vous dormez à l'hôtel, tout ce qui va être savon, shampoing, ça va être fourni. Parfois, je crois qu'on peut même demander du dentifrice selon les hôtels. Si sur place, pendant vos vacances, vous décidez d'acheter des souvenirs qui sont assez volumineux, parce que c'est vraiment ce dont vous avez envie, en fait, regardez si les faire livrer directement chez vous, c'est pas moins cher que de payer l'excédent de bagages pour l'avion ou pour le bateau, selon s'il y en a un. Ensuite, deuxième réduction, ça va être sur l'hébergement, parce que après le transport, c'est quand même ce qui coûte le plus cher. D'ailleurs, ça coûte même plus cher que le transport en général, si on reste longtemps. Donc là, encore une fois, il va falloir anticiper et comparer les prix. Parce qu'il y a beaucoup de sites possibles, beaucoup de types de logements possibles. Donc évidemment, les options les plus avantageuses, ça va être le camping, surtout si vous pouvez faire du camping sauvage, que certains endroits c'est quand même autorisé. Là, ça va rien vous coûter à part d'avoir votre tente avec vous. Il y a les auberges de jeunesse aussi qui sont assez intéressantes, parce que maintenant, on peut en trouver qui sont vraiment propres, bien et pas forcément super bruyantes. Alors, il faut avoir envie de dormir avec des étrangers, mais honnêtement, surtout si vous passez très peu de temps à l'hôtel et que vous êtes tout le temps dehors à visiter, à vous promener, une auberge de jeunesse, ça peut être une bonne option. Et il y a les sites évidemment Airbnb, Abritel. Si vous êtes plusieurs et que en fait vous avez envie de faire des vacances entre amis ou en famille, pensez justement à ces sites et à louer une maison par exemple, parce que ça peut être cher comme ça affiché, mais si on est plusieurs couples ou plusieurs personnes à louer, en fait ça va revenir moins cher que d'avoir une chambre d'hôtel pour chacun. Et en plus, on peut avoir des fois des belles villas, comme un petit luxe un petit peu qu'on s'offre, parce que à plusieurs, en fait, ça nous fait une facture tout à fait raisonnable. Il y a aussi des options gratuites. Je pense que la plupart d'entre vous en a entendu parler, entendu parler, mais des fois on n'ose pas tenter. Il y a l'échange de maison. Donc, alors moi, j'ai pas pratiqué, mais j'y pense en fait. Ça peut être l'échange de maison sur des sites dédiés. Donc le principe, c'est de prêter sa maison à des gens qui, eux, prêtent la leur en échange. C'est un bon procédé, tout simplement, puisque vous allez respecter la maison de l'autre parce que lui, il va venir chez vous. Je pense que lui, il va faire la même chose. On pourrait avoir peur que les gens dégradent. Bon, en général, c'est pas le cas, c'est pas le but, parce que les gens, ils savent que ils ont leur logement dans vos mains aussi. Il y a 2 sites qui me semblent assez sérieux. C'est People Like Us, donc je vous le mettrai en barre d'infos, et Home Exchange. J'ai regardé, il y a des bons avis. Si vous voulez vous rassurer, allez les voir vous-même sur Trustpilot ou des choses comme ça. Et également, si vous avez des amis qui habitent ailleurs en France et qui ont envie aussi de partir en vacances en même temps que vous, vous pouvez très bien échanger vos logements en fait entre amis ou entre des gens de la même famille. Ça peut être une idée de dire voilà, moi je te laisse ma maison ou mon appart là où j'habite, je prends le tien pendant ce temps-là et puis en fait chacun fait ses petites vacances de son côté. Deuxième option gratuite, alors je l'évoque brièvement parce que moi je le pratique pas du tout et en plus je pense que je le ferai jamais parce que c'est pas ce qui me tente. C'est le couchsurfing. Couchsurfing, en fait, ça consiste à aller dormir gratuitement chez des gens sur leur canapé, en théorie.
Voilà, en fait, il y a le site couchsurfing.com qui propose de vous mettre en relation avec des personnes qui proposent un hébergement, ou alors vous pouvez proposer un hébergement. Ça, c'est plus si on a envie de rencontrer des gens, de faire voilà, des connaissances. Bon, j'ai envie de dire, c'est peut-être plus une solution pour des étudiants quand on est jeune, mais en tout cas, c'est bon de savoir que ça existe. Ensuite, le troisième gros budget, c'est l'alimentation. Parce que on n'est pas chez soi, donc souvent on dépense beaucoup en restaurant ou en plat emporté. Donc là, il y a juste quelques conseils simples. Évidemment, si vous pouvez faire à manger vous-même, ça va vous revenir moins cher. Si vous pouvez prendre un petit peu de temps pour faire des courses, même si pendant les vacances, c'est important de se reposer, de s'autoriser le plaisir aussi d'aller au restaurant ou de ne pas cuisiner. Mais ça fait quand même réduire le budget de beaucoup de faire soi-même la cuisine. Et puis, vous pouvez très bien faire juste des pâtes. Quand c'est l'été, vous achetez un melon, des tomates, voilà, enfin, c'est des choses qui ne nécessitent pas une grosse préparation. Vous pouvez aussi aller au marché et puis acheter des petits plats tout prêts. Alors, c'est un peu plus cher que de faire soi-même, mais c'est quand même moins cher que d'aller au restaurant. Et même si vous ne pouvez pas faire la cuisine parce que vous êtes par exemple dans une chambre d'hôtel, surtout l'été, en fait, vous pouvez acheter des choses au marché et puis vous allez vous faire un petit pique-nique dans un joli cadre. Pour les restaurants et les glaciers, je vous conseille en fait d'éviter tous les lieux touristiques comme les fronts de mer ou les choses comme ça. Parce que même s'il y a des exceptions, en général, c'est plus cher et c'est pas forcément de bonne qualité. Il vaut mieux aller dans des endroits plus discrets, dans des petites ruelles qui sont moins fréquentées. Et si vous avez l'occasion, demandez en fait aux gens du coin ce qu'ils vous conseillent comme restaurant, comme glacier, comme petit plaisir comme ça. Et enfin, si vous êtes à l'hôtel et que le petit déjeuner est copieux, essayez de manger un petit peu tard, faites-vous vraiment plaisir avec un gros petit déj qui serait plutôt un brunch. Et en général, on n'a pas faim avant le dîner, ou au pire, on prend un petit truc au goûter, et ça fait économiser en fait le repas du midi. Ensuite, pour la partie offre à proprement parler, je vais tourner comme ça, il y a, si vous êtes salarié, les offres de l'employeur. Surtout pour les grosses entreprises. Évidemment, si c'est un employeur, vous êtes son seul salarié, il n'aura peut-être pas trop grand-chose à vous proposer. Mais si vous avez des comités d'entreprise, en fait, ça peut être vraiment intéressant d'aller voir ce qu'ils proposent. Les CE, en général, proposent des réductions sur des destinations, sur des parcs de loisirs. Vous pouvez aussi demander les chèques vacances. Donc, chèques vacances, vous pouvez aller voir sur le site internet ce qu'ils vous proposent. Le principe, en fait, c'est que vous allez épargner chaque mois, ou voilà, je ne sais plus exactement le rythme d'épargne. Vous allez mettre de l'argent de côté pour vos vacances. Donc déjà, ça va vous obliger à épargner régulièrement, donc c'est plutôt une bonne chose. Et en plus, vous allez bénéficier d'un certain pourcentage. Donc là, ça dépend de vos revenus, de plusieurs critères. Je prends un exemple totalement fictif. Si vous mettez 100 € d'épargne pour les vacances, vous allez peut-être avoir 10 € crédités par chaque vacances. Donc 110 € à dépenser au lieu de 100 €. C'est évidemment complètement théorique comme exemple. Dans tous les cas, de toute façon, vous aurez un bénéfice. Le seul bémol, c'est que les chèques vacances ne sont pas forcément pris partout, mais en général, en France, de plus en plus d'endroits les acceptent, donc il y a peu de chances que vous n'arriviez pas à les utiliser. Ensuite, autre conseil, ça va être de tester... pardon, là c'était le quatrième, j'ai pas mis. Cinquième conseil, tester des destinations originales. Quand je dis original, ça veut dire pas touristique en fait. Parce que, voilà, il y en a qui veulent aller à Ibiza, il y en a qui veulent aller je ne sais où, c'est très bien, hein. Mais des fois, en fait, des destinations auxquelles on ne pense pas peuvent être une bonne option. Que ce soit en France ou à l'étranger, des fois, on a des très très belles surprises en sortant des sentiers battus. Par exemple, moi j'ai une de mes cousines qui est partie avec sa famille, donc ils ont 5 enfants, ça fait quand même pas mal. Ils sont partis dans la Creuse en fait l'été, parce que niveau budget, c'était la seule chose en gros qu'ils pouvaient se permettre. Et finalement, même si a priori ça fait pas rêver de se dire tiens je vais aller dans la Creuse, ils ont eu des super vacances, ils sont partis dans un chouette camping
pour un prix assez modique. Et les enfants se sont fait plein d'amis, il y avait une piscine, ils ont fait des belles balades alentour. Ils ont vraiment passé, pas les meilleures vacances de leur vie, mais quasiment. Donc ça vaut le coup de penser à ces endroits pas très connus. Et pour les voyages à l'étranger, pareil, il y a des petits pays d'Europe centrale, par exemple, qui sont nettement moins chers que les destinations très touristiques. Il faut juste vérifier avant qu'il n'y ait pas de danger particulier, vérifier la situation du pays. Sur le site du gouvernement, ils proposent en fait d'aller vérifier avant si ça peut se faire en toute sécurité. Ensuite, pour la partie visite, il faut penser aux visites gratuites et aux City Pass. Donc, le plus évident, c'est juste d'aller se promener, en fait, de visiter les lieux, de flâner, que ce soit en ville ou à la campagne pour les vacances. Il y a toujours plein de belles choses à faire. Il y a aussi souvent des musées qui sont gratuits certains jours. Par exemple, moi j'avais pu visiter les musées du Vatican sans rien payer. Je crois que c'est le premier dimanche du mois, en tout cas, il y a un jour dans le mois où c'est gratuit. Alors certes, il faut faire la queue, mais en fait, vu le prix d'entrée, ça vaut le coup quand même. Il y a aussi des expos qui sont gratuites des fois. Et la plupart des lieux de culte, en France en tout cas, sont gratuits. C'est pas forcément le cas à l'étranger. Même si ce sont des monuments, enfin si vous n'êtes pas croyant, en fait c'est quand même des monuments qui valent le coup d'œil, parce que c'est souvent joli, bien fait, et ça fait partie aussi du charme de la découverte, d'aller se promener, et puis de voir tous les beaux monuments qu'il y a. Si il y a quand même des activités payantes qui vous intéressent, la plupart des villes proposent des city pass. Alors ça s'appelle pas forcément city pass, mais en tout cas des passes qui vous permettent des réductions si vous visitez plusieurs sites. Donc si vous avez prévu d'aller voir, je sais pas moi, des châteaux, des musées payants, des trucs comme ça, que vous allez en faire plusieurs dans la semaine, regardez ce que vous proposent les city pass parce que vous pouvez économiser plusieurs dizaines d'euros. En général, toutes les informations sont disponibles sur le site officiel de la ville ou sur le site de l'Office du tourisme. Ensuite, je voudrais parler des souvenirs, parce qu'on l'oublie, mais c'est quand même un budget dans les vacances, c'est les petits souvenirs qu'on a envie de ramener. Ce que je vous conseille, c'est comme pour le shopping, c'est de réfléchir en fait à ce que vous allez ramener. Souvent, on a envie d'acheter plein d'objets parce que c'est les vacances, qu'on a envie de se lâcher un petit peu plus, qu'on se dit ah ouais, ça c'est super chouette, on est un peu porté en fait par l'ambiance. Mais faut quand même se poser la question, est-ce que dépenser mon argent, c'est vraiment le plaisir ou alors c'est plus de se promener qui me fait plaisir? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ce costume traditionnel ou cet objet de déco qui en fait va pas du tout aller avec ce que j'ai déjà à la maison? Le bibelot, il va finir au fond d'un tiroir. Voilà, faut quand même se poser cette question-là. Et quand vous êtes tenté d'acheter un objet, dites-vous, ok, est-ce que je vais en avoir l'utilité derrière ou en retirer un plaisir derrière? Et souvent, en fait, ce qui nous fait le plus plaisir pour les vacances, c'est de ramener les photos, parce que c'est le beau souvenir, ça nous rappellera des bons moments quand on les regardera un soir, un petit coup de blues. C'est toujours sympa de regarder les photos de vacances. En plus, ça prend pas de place dans la voiture ou dans les valises. Et ensuite, je voulais évoquer un petit conseil, c'est attention aux frais supplémentaires. En fait, il y a plusieurs frais supplémentaires qui peuvent plomber un peu les vacances. Et je vais juste parler de deux parce que je les connais bien ou des amis à moi les connaissent bien. Ça va être tout d'abord les frais de conversion si jamais vous partez en fait à l'étranger dans un pays qui n'utilise pas l'euro. Voilà, en fait, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur comment réduire les dépenses fixes. C'est les frais bancaires. Si votre carte en fait vous facture des frais de conversion à chaque fois que vous payez dans une devise autre que l'euro, ça va vous augmenter la facture de plusieurs dizaines d'euros à la fin des vacances. Donc ça fait pas plaisir. Soit vous contactez votre banque pour vous renseigner, voir si elle peut vous proposer une carte sans frais, soit vous passez par une banque en ligne. Je sais que nous on a le compte joint dans une banque en ligne parce qu'on n'a pas de frais de tenue de compte et la carte qu'ils nous proposent en fait, permet de payer dans n'importe quelle devise sans aucun frais. Donc ça c'est quand même vachement agréable. Et également en frais supplémentaires qui ne fait pas plaisir du tout, c'est si vous avez besoin de louer une voiture à l'étranger.
Attention, parce qu'il y a des compagnies qui facturent des frais supplémentaires si vous utilisez une carte de débit et pas une carte de crédit. Et là, ça peut aller sur plusieurs centaines d'euros. Moi, je connais quelqu'un qui a dépensé plus de 400 euros en plus de la location à cause de ça. Les cartes françaises, en général, c'est les cartes de débit. C'est écrit en petit sur votre carte, vous pouvez vérifier, mais c'est en général des cartes de débit. Donc soit vous vous assurez auprès de la compagnie de location qu'il n'y aura pas de frais, soit si elle vous dit si on facture des frais, il nous faut absolument une carte de crédit, et bien vous voyez avec votre banque en fait pour essayer d'en avoir une provisoire, et ça vous évitera de payer des centaines d'euros supplémentaires qu'on ne peut pas forcément se permettre et qui nous gâchent un peu les vacances. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura été utile. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et mettre un like. N'hésitez pas à partager vos bons conseils en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine.